Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ici en direct depuis le plateau studio télé de Figaro Immo, en direct sur la homepage de Figaro, du Figaro.fr, mais aussi sur la page Facebook du Figaro Immobilier pour cette 25e édition des Clés de l'Immo. Les Clés de l'Immo, de l'immobilier, vous rendre service, c'est notre mission chaque semaine ici en direct avec un expert pour répondre à vos interrogations. Vous qui souhaitez investir dans la pierre, vous qui souhaitez acheter une maison, un appartement, faire construire, vous vous posez beaucoup de questions, c'est tout à fait normal. Et on est là pour vous aider, pour éviter des pièges, pour vous donner de bons conseils, peut-être aussi des astuces. On est là en direct chaque vendredi entre 13h et 13h30. Alors, après l'investissement dans le neuf, après les taux de crédit, après la construction de la maison individuelle, après l'international, aujourd'hui, on va évoquer l'investissement à la fois dans l'ancien et dans le neuf avec un spécialiste dans le domaine. C'est Stéphane Descartier. Bonjour Olivier. Président de la Maison de l'Investisseur, Stéphane Descartier. Alors, quelques mots sur la Maison de l'Investisseur. Alors, nous sommes un réseau d'agences immobilières et on a choisi de se spécialiser sur le client investisseur. Nous sommes à l'inverse des agences immobilières traditionnelles qui vont faire 80% de résidence principale et 20% d'investisseurs. Nous, c'est l'inverse. Nous sommes à plus de 80% de clients et de biens de vente investisseurs. Donc, nous sommes à la fois un modèle hybride entre une centrale de vente de neuf, puisqu'on a également à peu près l'ensemble des biens neufs à vendre de nos partenaires promoteurs. Et également, nous avons développé sur nos secteurs une offre en ancien pour l'investisseur du studio à l'immeuble. Bon, voilà, comme ça, on va couvrir en fait l'ensemble des services. Alors, merci, vous avez été très nombreux à poser vos questions depuis qu'on a annoncé que Stéphane Descartier allait venir être l'invité ce vendredi. On va parler Pinel, on va parler de Normandie, on va parler SCPI. En fait, voilà. Tous ces modèles d'investissement ne sont pas faciles. Il faut à la fois décrypter, prendre du recul, avoir de bons conseils. Et on est là, c'est notre mission jusqu'à 13h30. Prêt, Stéphane ? On est prêt. Allez, on démarre. Première question. Alors, c'est une question d'Anne-Marie. Anne-Marie nous dit « Je projette de réaliser un investissement locatif en région parisienne. Comment savoir quelles sont les communes aux plus fortes demandes locatives ? Dans la perspective du Grand Paris, quelle ville conseillez-vous pour investir ?» Alors, le Grand Paris, c'est de grande histoire. Moi, j'aurais un principe d'abord de prudence. Il faut peut-être se méfier des villes qui ne sont pour l'instant pas reliées et qui seront peut-être reliées en 2030. S'il y a bien une chose qu'on a compris, c'est que les travaux, surtout pour les grosses infrastructures, prennent souvent du retard, voire du report. Donc, Anne-Marie ne va peut-être pas faire 25 opérations dans sa vie. Non, donc, je lui propose peut-être un principe de prudence, c'est-à-dire de peut-être jouer sur des villes qui sont déjà reliées, mais qui vont être encore mieux reliées avec le Grand Paris, puisqu'elles vont bénéficier de lignes supplémentaires. Alors, on parle bien sûr du Grand Paris Express, avec le grand projet, là, c'est 2025-2030. Tout à fait. Donc, pour certaines villes qui sont déjà correctement reliées, les connexions supplémentaires du Grand Paris viendront rajouter un bonus, mais on sait déjà où on va. Elles sont des villes qui sont déjà correctement connectées. On peut citer par exemple Villejuif, qui est la ville, donc on a la ligne de métro, la ligne 7 qui arrive, qui est une des villes avec métro en région parisienne les moins chères, puisqu'en ancien Villejuif, on est aujourd'hui à peine à 4 000 € du mètre. Donc on a des rentabilités très bonnes. Sur l'ancien, on peut aller chercher du 5-6% sur des petites surfaces, donc on est très bien. On a des programmes neufs autour de 5 500 € du mètre, donc une bonne cohérence aussi sur les prix du neuf pour Villejuif. On peut citer aussi Champigny-sur-Marne, qui est une ville qui est aussi reliée aujourd'hui par le RER et qui va bénéficier comme Villejuif d'une connexion supplémentaire en transversale d'ici 2030. Champigny, c'est une ville aujourd'hui très raisonnable en prix. On est à 3 500 € du mètre en ancien. Le neuf commence à 4 200, 4 300 € du mètre. Donc on est cohérent aussi sur le marché neuf. On peut citer un secteur que j'aime beaucoup également, le plateau de Saclay, avec bien sûr Saclay, mais également cette très bonne ville très chic d'Orsay. Et bien sûr, Villebon-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, notamment Gif-sur-Yvette
avec aujourd'hui des opportunités à peine au-dessus de 5 000 € du mètre pour du neuf. Et bon, le plateau de Saclay, on connaît très bien ce dynamisme de la région avec les universités, un pôle économique qui se développe quand même très fort. Et on est en même temps dans un cadre assez bucolique, c'est tout à fait sympathique. Et bien sûr, une valeur sûre aussi, en région parisienne, Clamart, notamment, voilà, aujourd'hui qui bénéficie du tram depuis quelques mois, donc un tram quand même très agréable. Et notamment sur Clamart, le secteur du lac de Clamart, où les promoteurs ont fait de très jolies réalisations. Et là, le lac de Clamart, c'est quasiment la campagne à Paris. Vous avez quand même de très jolies réalisations. Vous êtes au bord du lac, vous avez du neuf, du BBC, pour du neuf aujourd'hui, à peine au-dessus de 6 000 € du mètre. On est très cohérent, là aussi, pour de l'investissement dans le neuf sur cette zone du lac de Clamart. Voilà, en tout cas, merci pour ces bons conseils. Effectivement, hier, justement, les notaires parisiens annonçaient les prix. Paris, ça continue de grimper. On est à près de 10 000 € du mètre carré en moyenne pour un appartement ancien. Il y a déjà la moitié des arrondissements à Paris qui sont à plus de 10 000 € du mètre carré. Dès qu'on quitte le périphérique parisien, alors là, les prix chutent de 40 à 50%. Et donc, Stéphane conseille notamment à la fois des valeurs sûres, d'autres qui vont être boostés par les Jeux Olympiques de 2024, mais aussi le Grand Paris Express, tout en disant, bon, ça va prendre du retard, on sait, attention qu'il y aura du retard pour les travaux qui sont gigantesques. En tout cas, Villejuif, Champigny-sur-Marne, Plateau de Saclay et Clamart. On peut peut-être aussi rajouter Bagneux, Aubervilliers, qui sont à prendre en compte. Bagneux qui sont tout à fait comparables aussi à Clamart. On est un petit peu plus populaire, mais avec effectivement un marché, là on est pareil aux portes de Paris. Donc effectivement, c'est un marché qui est tout à fait intéressant. Et puis à suivre, juste pour compléter sur le Grand Paris Express, peut-être aussi suivre la ligne 15 Sud. Tout à fait. Voilà, qui va de ici à Noisy-le-Champ, ou plutôt Sèvres jusqu'à Noisy-le-Champ, et là, où il y a un petit peu de retard, mais beaucoup moins que d'autres lignes, en tout cas du Grand Paris Express, type par exemple la ligne 18. Je pense que là, il vaut mieux éviter pour l'instant d'y penser, parce qu'il y aura beaucoup de retard. Question suivante, alors c'est Valère. Alors là, on quitte la région parisienne. Je souhaite investir à Montpellier. J'ai un budget de 300 000 €. Que me conseillez-vous ? Pour mettre en location, faut-il privilégier d'acheter 2 studios ou un 2 pièces ? Alors Valère, première question, est-ce que vous êtes à Montpellier ? Si c'est le cas, vous avez certainement intérêt à faire de l'investissement dans l'ancien, en petite surface, en hypercentre, qu'on appelle l'écusson à Montpellier, parce qu'il a une forme d'écusson. Vous trouvez encore aujourd'hui dans l'écusson à Montpellier des studios autour de 100 000 € pour un studio de 20-25 mètres carrés. Donc ce sont des produits avec une très forte pression locative et où vous pourrez assez facilement obtenir des rentabilités de 6%. Donc en meublé, à l'amortissement, pour le traitement fiscal bien sûr, mais meublé, amortissement pour le traitement fiscal, mais qui dit meublé dit implication personnelle. Donc c'est pour ça que je posais la question à Valère de savoir s'il habitait sur place. Si vous n'habitez pas sur place, cher Valère, peut-être des solutions plus simples, notamment dans le neuf, si vous payez de l'impôt, pourquoi pas en Pinel. En Pinel, Montpellier est une ville qui fonctionne très bien. On a des prix du neuf sur Montpellier qui sont autour de 4 000 €, donc une bonne corrélation aussi avec les prix de l'ancien. Et pour 300 000 €, c'est déjà un très beau budget pour Montpellier. Vous pouvez déjà pour 300 000 € faire dans le neuf un petit T2 et un studio. D'accord. Où vous aurez une meilleure rentabilité que sur un T3 par exemple. Alors, ou si vous voulez aussi vous faire plaisir ou éventuellement récupérer ensuite cet appartement pour vous, vous pouvez à 300 000 € avoir un très beau T3 terrasse sur Castelnau-le-Lez ou un peu plus proche de la mer, une région qui est quand même très sympathique, un marché qui est très soutenu. Donc voilà, plutôt de l'ancien, petite surface si vous êtes sur place, ou pourquoi pas du Pinel si vous n'êtes pas sur place. C'est un marché qui fonctionne très bien. Oui, c'est un bon choix. D'ailleurs, dans chaque année, Figaro Immobilier, on fait le palmarès des villes où investir en France. Et ben l'an dernier, 2018, c'était Montpellier qui arrivait en tête du palmarès devant Rennes et Nantes. Voilà, vous pouvez d'ailleurs retrouver le dossier en ligne et c'est un bon choix. Effectivement, aussi, ça se développe du côté du secteur du Port Marianne. Tout à fait. Il y a beaucoup de développement. Voilà. Question suivante. Alors Jean-Yves, j'hésite à investir dans une résidence-service. Mon conseiller en patrimoine m'incite à le faire. Alors, entre résidence senior ou résidence étudiante, que choisir ? Alors, je ne suis pas très fan personnellement, et à la Maison de l'Édition, nous ne sommes pas très fans des résidences-services. Pour une raison de fond. L'immobilier, finalement, c'est assez simple. En tout cas, ce sont des données tangibles et vérifiables. Le bon produit, le bon prix,
au bon endroit, sont des choses voilà, qu'on peut vérifier par soi-même, qu'on peut effectivement checker soi-même. La problématique de la résidence-service, c'est qu'on rajoute une dimension supplémentaire qui est le gestionnaire. Et le gestionnaire, c'est quand même très compliqué à décoder sur des marchés qui peuvent être compliqués, le loisir, les seniors. De vous à moi, c'est un marché qui est peut-être à réserver aux professionnels. Pour moi, les particuliers n'ont pas grand-chose à faire sur ce marché. Je ne vois pas pourquoi les particuliers prendraient le risque immobilier que des gestionnaires qui pourtant eux-mêmes travaillent sur leur secteur ne prennent pas. Je trouve ça parfois un petit peu suspect. À tout prendre, si vous voulez par exemple investir sur le secteur de la retraite, des maisons de retraite, qui est un secteur dynamique, pourquoi pas investir en bourse sur des groupes qui sont cotés et dont c'est l'activité, et des groupes qui assument eux-mêmes leur risque immobilier de leur résidence. Je trouve que c'est quand même plus sain. D'autant qu'il n'y a pas d'avantage spécifique aux résidences-services. Il n'y en a pas. On vous dit, vous récupérez la TVA. La belle affaire. Mais sur un studio en ancien, vous n'avez pas de TVA. Vous avez des frais de notaire un peu plus élevés, mais sur un studio en ancien, voilà, il n'y a pas de problème de revente, c'est un marché qui est très fluide, et ce sont les mêmes avantages fiscaux, notamment l'amortissement, on en parlait tout à l'heure. Vous la faites de la même façon sur un studio à Paris ou à Lyon que sur une résidence-service senior à Besançon. Donc Jean-Yves, en clair, notre invité, notre expert aujourd'hui, Stéphane Descartier. La question résidence-service, la réponse c'est non. Il vaut mieux éviter, plutôt réserver aux professionnels qu'aux particuliers. Voilà, ça c'est en tout cas c'est clair, c'est transparent. Voilà, la réponse est très claire. Quitte à choisir quand même, l'étudiant, ça se passe en général un peu mieux. Voilà, c'est moins pire, ça veut dire. J'allais dire moins pire, mais peut-être réservé, si vous tenez absolument à faire de la résidence-service, peut-être quand même sur l'étudiant, notamment la fluidité est meilleure que notamment sur type maison de retraite ou encore pire sur les résidences de loisirs. Question suivante. Alors, question d'Étienne. Quelles sont les astuces pour investir gagnant dans la pierre papier? Alors, astuce, il n'y a pas d'astuce. Là aussi, on peut peut-être jouer les valeurs sûres. Il y a des grandes maisons très connues qui sont là depuis très longtemps, qui font du très bon boulot sur des SCI thématiques, bureau, commerce ou mixte. Voilà, vous avez la Française, Primonial, Perial, Sofidy qui font des très bonnes choses. Il y a un très bon track record, comme disent les financiers. Donc, ils servent des intérêts au-delà de 4,5%. C'est quand même encore aujourd'hui très élevé. Non, l'astuce, c'est peut-être pour les SCPI sur le traitement fiscal, parce que effectivement, les SCPI, c'est très lourd en fiscalité, puisque on est en fiscalité des revenus fonciers. Donc, cette tranche marginale d'imposition plus CSG, qui a 17,2 maintenant. Donc, c'est quand même la problématique des SCPI, elle est surtout là. Donc, le bon réflexe, c'est peut-être déjà à crédit. Voilà, pas de cash, mais plutôt à crédit. Comme ça, vous pouvez au moins déduire vos intérêts d'emprunt. Ou alors, la bonne idée, ça peut être aussi d'héberger vos SCPI dans une assurance vie. Vous avez un petit peu moins de rentabilité, mais vous avez la fiscalité de l'assurance vie qui est beaucoup plus douce. Là, c'est plus technique, mais donc c'est une option absolument à voir. Alors, question, alors là, c'est Eric. C'est un peu long, mais c'est très intéressant. Eric nous dit... Payant près de 12 000 euros d'impôts, j'hésite à investir en Pinel dans un appartement à Lyon, 250 000 euros, 8 000 euros du mètre carré, ou alors une maison ancienne à Bordeaux-Codéran, 420 000 euros à 4 200 euros par mètre carré, que je louerai et puis que j'occuperai à la retraite. J'ai 57 ans, mon épouse 49 ans, j'ai 2 enfants de 17 et 14 ans. Je pense prendre ma retraite dans 8-9 ans. Quelle est la meilleure option donc entre l'investissement à Lyon ou la maison ancienne à Bordeaux, Codéran? Alors Eric, 2 très bons choix. Lyon et Bordeaux, ville très dynamique avec de très bons marchés. Alors, 8 000 euros du mètre carré sur du neuf à Lyon, ça me semble cher. C'est très cher. Ça me semble cher pour du neuf à Lyon. Alors, il s'agit peut-être des programmes, il y a quelques programmes très haut de gamme à Confluence, sur le secteur de Confluence, avec notamment un très bel immeuble de Jean Nouvel, mais qui est terminé à la commercialisation. Enfin, très belle, qui a fait polémique sur le côté esthétique, mais bon. Qui a fait polémique. C'est icône. Voilà, icône. Très belle réalisation. Je trouve ça très beau. J'aime beaucoup Jean Nouvel, mais bon, bref. Donc, mais il s'agit peut-être effectivement de ces programmes très haut de gamme à 8 000 euros du mètre. 8 000 euros du mètre, c'est beaucoup trop pour du Pinel, puisque comme vous savez, l'avantage est limité à 5 500 euros du mètre. Et en revanche, à Lyon, nous avons du neuf dans le 5e, dans le 8e, dans le 9e, voire même autour de la Pardieu, à moins de 6 000 euros du mètre. Donc c'est clairement, pour Lyon, ces quartiers qu'il faudra plutôt privilégier.
Quant à votre maison à 420 000 € à Codéran, Bordeaux-Codéran, Eric, précipitez-vous, parce que là, pour le coup, ça me semble très peu cher. Ouais. Donc là, si ce n'est pas déjà fait, précipitez-vous pour faire une offre, parce que là, ça me semble très intéressant. Donc là, pour vous, Stéphane, il n'y a pas match. Oui, c'est évident que là, c'est Bordeaux-Codéran dans l'exemple que donne Eric. Cette maison à 420 000 € me semble effectivement une très bonne affaire. Alors, par exemple, effectivement, faire des travaux, ça peut être intéressant. Et notamment, pourquoi pas mettre le paquet sur les travaux, parce que ces travaux, pendant la première phase de location, vous allez vous en servir comme opération de déficit foncier. Ouais. Donc ces travaux vont venir en réserve et venir absorber vos revenus fonciers pendant 4, 5, 6 ans. Donc ça peut être une très bonne solution pour vous, Eric. Et puis si vous mettez le paquet sur les travaux, non seulement vous allez les défiscaliser, mais vous allez en bénéficier quand vous récupérez cette maison dans 8 ou 9 ans. Donc effectivement, le choix de la maison de Bordeaux me semble tout à fait opportun. Bon. Eric, c'est Bordeaux. Voilà. C'est plié, c'est Bordeaux. Question d'Alexis. Les types d'investissements étant nombreux, démembrement, SCPI, bien en meublé, comment s'y retrouver et comment choisir parmi toutes ces possibilités? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités, c'est très compliqué. Alors bien sûr, il va s'agir de détailler la situation, effectivement, surtout fiscale, patrimoniale et capacité d'investissement. Vous pouvez bien sûr lire la presse patrimoniale, écouter de très bonnes émissions du Figaro. S'informer, c'est important. S'informer, bien sûr. Rencontrer des gestionnaires de patrimoine orientés immobilier ou des agents immobiliers spécialisés investisseurs. Mais d'une façon générale, moi je conseille toujours déjà de comprendre ce qu'on achète. Et d'analyser froidement chaque investissement en dehors des économies d'impôt. Ça, c'est très important. On parlait tout à l'heure d'acheter un appartement sur le lac de Clamart, un Pinel au bord du lac de Clamart sur du neuf, même sans les économies d'impôt, ça tient la route. Ouais. Du Girardin industriel, vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas dans quoi vous allez investir, ça peut être très spectaculaire en termes de réduction d'impôt, mais bon, il y a des gens qui se font piéger par ce type. On peut avoir de très fortes déconvenues. Donc comprendre ce qu'on fait et considérer son investissement en dehors des avantages fiscaux, ça ce sont les règles de base pour nous. Très bien. Question de Brigitte. Comment bien investir en Pinel, justement, dans le neuf? Y a-t-il des pièges particuliers à éviter? Alors, en Pinel ou en ancien en général, le premier réflexe de base, c'est d'investir sur un marché qu'on connaît, Brigitte. Sur un marché plutôt là où on vit, parce que c'est quand même plus simple, ou sur un marché sur lequel on a vécu, on a des références, où on peut avoir une logistique notamment. Donc sur un marché qu'on connaît, parce que c'est plus simple, on a de très fortes amplitudes de prix, parfois sur une ville, d'un quartier à l'autre, tout le monde le sait, le constate. Donc un marché qu'on connaît, c'est plus simple aussi de le faire proche de chez soi, parce que on peut s'en servir à un moment donné pour ses enfants, pour sa vieille maman, pour un frère ou une sœur en difficulté à l'instant T. Bon, voilà, c'est quand même plus simple. Ça, c'est le premier réflexe. Deuxième réflexe, examiner très précisément les prix de l'ancien. Parce que quand comparez, qu'il n'y ait pas trop de différence entre les prix de l'ancien et du neuf. Parce que quand vous revendrez votre Pinel dans 10 ans ou 15 ans, ce sera de l'ancien. Donc, dans 10 ans, dans 15 ans, personne n'en sait rien. Donc, il s'agit bien d'examiner maintenant. On peut se dire que, par exemple, 20%, 25% maximum de différence entre les prix de l'ancien et du neuf nous semble effectivement cohérent. Ce qui paraît raisonnable, effectivement. Voilà. Et puis, ne jamais acheter, évidemment, les yeux fermés, ne pas se laisser avoir aussi par des plaquettes, souvent, qui font rêver. Toujours, effectivement, Stéphane le dit, mais c'est indispensable de se rendre sur place et toujours se renseigner sur la qualité éventuelle du promoteur qui va dans le neuf. C'est important, faire attention là aussi au retard. Et puis, on peut quand même dire un mot. Faites attention là en ce moment, notamment sur le Neuf et le Pinel, avec les élections municipales qui approchent en 2020. Beaucoup de maires mettent la pédale sur des projets, sur des permis de construire qui doivent sortir. Ils disent nous on veut pas de grue pendant la période des municipales. Et il y a des projets immobiliers qui sont retardés. Là il faut faire attention. Il ne faut pas affoler tout le monde, mais il faut faire attention parce qu'on a quand même près de 30 000 logements en France qui ne sortent pas de terre, qui sont aussi bloqués par des recours abusifs au permis de construire, ce que dénonce régulièrement la FPI et d'autres. Donc avoir tout ça en tête, mais en tout cas toujours se rendre sur place. Alors, question de Louise. Comment choisir justement entre le neuf et l'ancien pour un investissement locatif? Quels sont les avantages et les inconvénients dans les deux cas? Et quel type de bien, T1 ou T2, et la localisation privilégiée? C'est beaucoup de questions. Oui. Stéphane. Alors, l'ancien, on a plus de rentabilité, on a plus de choix, puisqu'il y en a plein les rues. En revanche, l'inconvénient majeur, c'est qu'on a plus d'impôts,
puisqu'on disait tout à l'heure les revenus fonciers, tranche marginale d'impôt plus CG. Donc, si vous payez peu ou pas d'impôts, plutôt de l'ancien. Et l'ancien demande aussi plus d'implication personnelle. Et puis pour trouver le bien, pour le rénover, puisqu'il y a toujours comme un petit peu de travaux, beaucoup de travaux sur l'ancien. Donc ça demande une implication personnelle un petit peu plus importante. Le neuf, donc là pour le coup, il y a moins d'implication personnelle puisque c'est neuf, il n'y a pas de travaux, etc. En revanche, on a moins de rentabilité. Sur du Pinel, on va être entre 3 et 4%. Mais pour le coup, là, les impôts viennent booster l'opération, puisque là, on ne crée pas d'impôts, mais au contraire, on génère des économies d'impôts. Donc, voilà, globalement, peu d'impôts, pas d'impôts, plutôt de l'ancien, ou si vous payez de l'impôt de l'ancien en meublé à l'amortissement, ou si vous êtes fiscalisé, le neuf, effectivement, est intéressant, moins de rentabilité, mais les économies d'impôts qui viennent booster l'opération, et puis très peu d'implication personnelle. Oui, tout à fait. On peut aussi la rajouter pour le neuf, le fait aussi qu'on soit aux nouvelles normes, normes énergétiques, c'est important par rapport à l'ancien. Pas de frais de copro pendant longtemps, de travaux envisagés, frais de notaire qui sont moins chers aussi au départ. Enfin, il faut avoir tout ça en tête, même si c'est plus long, qu'il faut quand même parfois s'accrocher pour voir le neuf sortir de terre et récupérer son appartement. On a quand même, c'est pour ça qu'il faut bien cibler les secteurs très importants. Et notamment les normes BBC sont quand même assez bluffantes sur le neuf. Je visite souvent et j'ai acheté moi-même du neuf en BBC. C'est assez bluffant. Le niveau, notamment d'isolation, alors les économies, notamment d'énergie, sont quand même réelles, très fortes. Donc voilà, ça c'est pas à négliger bien sûr de ce côté-là. Très bien. Alors, question suivante, c'est Robert. Alors là, on est en plein dans l'actualité. Robert demande, faut-il investir dans le dispositif de Normandie et où y a-t-il les meilleures rentabilités? Alors, dispositif de Normandie, là on achète dans l'ancien, vous achetez un bien, on va dire, un peu dégradé, qui nécessite des travaux, vous mettez en location pendant 6 ans, pendant 9 ans, pendant 12 ans. En contrepartie, vous avez des réductions d'impôts de 12, 18 ou 21%. C'est-à-dire que c'est comme pour le neuf en Pinel, mais là c'est avec le de Normandie dans l'ancien. C'est pas partout, c'est uniquement dans des cœurs de ville, des villes alors type Quimper, Perpignan, Rambouillet, Périgueux, Angoulême, etc., etc. Voilà, ce sont des cœurs de ville. On n'est pas sur des grandes villes, on est sur des cœurs de ville. Alors, de Normandie. Alors, de Normandie, très bien sur le fond. Enfin, un dispositif simple pour l'investissement dans l'ancien. Alors, de Normandie, il faut être prudent parce qu'on a effectivement à peu près quand même 70% des villes qui sont dans des zones détendues, des zones B2 et C. On ne peut pas notamment faire du Pinel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler ces secteurs, mais si vous voulez travailler sur ces villes moyennes, il y a un impératif absolu, c'est de vivre sur place. D'accord, ce qu'on disait tout à l'heure, donc de trouver le bien, de faire réaliser les travaux et de pouvoir suivre les éléments. Donc en ville moyenne, pourquoi pas, si on vit sur place, se lancer dans un dispositif de Normandie. Alors, de Normandie, il y a quand même un effet d'aubaine, quand même, il faut le dire, sur quelques villes qui sont absolument dynamiques, qui ont des marchés qui sont très sains, qui peuvent avoir des centres-villes un petit peu dégradés, mais il y a un effet d'aubaine sur des villes tout à fait dynamiques avec des marchés parfaitement sains et intéressants à travailler. On peut citer Rambouillet, Fontainebleau, Melun. Alors, pas trop vite, Stéphane, là, c'est important. Voilà. Les villes, attention, là, il y a un engagement. Oui. Les villes où investir en de Normandie. Alors, on reprend. En région parisienne, on peut citer effectivement Fontainebleau, Melun pour Poissy également, en région parisienne, Rambouillet. Oui. Également, cette très belle ville de Rambouillet, pour la région parisienne. Et pour la province, des villes donc en Bretagne comme Saint-Malo, Chambéry en montagne, Bayonne, très intéressant dans le Pays Basque, et Valoris pour la Côte d'Azur. Très bien. Et là, ce sont des rentabilités de quel type, Stéphane? On peut viser des rentabilités sur l'ancien, sur ces secteurs, autour de 5-6%. Donc on aura des rentabilités qui seront supérieures à ce qu'on peut faire sur le neuf. Mais effectivement, là aussi, pour le de Normandie, il y aura, je pense, très peu d'opérations montées par des opérateurs en de Normandie. Ce sera plus un processus de particuliers qui vont investir et faire réaliser eux-mêmes des travaux avec des artisans, puisqu'il faut quand même que les travaux soient faits par des artisans. Donc ça demande effectivement quand même une implication personnelle un petit peu supérieure, même si sur ces villes-là, que du Pinel dans le neuf, par exemple. Et il y a quand même aussi, là on a vu les très bonnes villes, il y a quand même aussi vraiment des villes à éviter, notamment des villes, on va peut-être pas les citer, on va peut-être pas les stigmatiser comme ça, mais en tout cas des villes qui sont très peu chères. Et on a notamment dans ces 220 villes, on
peut citer Nevers, Montluçon, etc. Des villes qui sont à moins de 1 000 € du mètre carré sur l'ancien. Ouais. Des villes qui vont être à 700, 800 € du mètre. Vichy, avec des marchés locatifs vraiment atones, des taux de vacances locatifs à plus de 15%, voire 20%. Donc là, ce sont des secteurs qu'il faut éviter, surtout que sur ces secteurs, l'immobilier est tellement peu cher qu'on peut avoir un problème de retour sur investissement pour ces travaux. D'accord, donc très important. Vraiment plutôt à éviter. Oui, juste on rappelle, c'est 25% de travaux sur l'ensemble des travaux du montant de l'opération pour avoir bénéficié en fait du dispositif. Et donc rappelez là-dessus, donc c'est intéressant, 5-6% sur les villes citées, c'est intéressant. Dans le neuf, on est plutôt autour de 2 à 4%. J'ajoute juste, parce qu'on a fait différents articles dans le Figaro Immobilier, en reprenant notamment ce qu'indiquait la FNIM, la Fédération nationale de l'immobilier, qui a fait des projections sur ce que peut rapporter le de Normandie. Et juste pour citer quelques rentabilités annuelles brutes, alors la FNIM dit Auxerre, il faut y aller, 7% de rentabilité, Carcassonne, 8%, on parle de 8% à Carcassonne, Pau 6,7%, ou encore Voiron et Saint-Nazaire autour de 5%. Oui. Voilà, là c'est pour la FNIM. Stéphane a donné d'autres villes, aussi d'autres pistes. C'est évidemment à suivre. Question de Nathan. Entre un bail classique et un bail meublé, lequel choisir? Quels sont les meilleurs rendements ou alors la location touristique? Alors, le meublé tire largement son épingle du jeu, hein, c'est clair, pour un bailleur. Le meublé est quand même plus intéressant parce qu'on a plus de souplesse, 3, 6, 9, plus de rendement. Alors, il faut qu'il y ait un marché. Il n'y a pas de marché pour des T3, T4 meublés dans des villes moyennes, hein, par exemple. Il n'y a pas de marché. Donc voilà, il faut qu'il y ait un marché. Mais si le marché est là, c'est vrai que le bail meublé est plus souple. On a un peu plus de rentabilité souvent quand même en meublé. Et puis effectivement, notamment, grâce encore une fois à l'amortissement, on peut travailler les impôts derrière pour avoir beaucoup moins d'impôts qu'en bail 369 où on sera inévitablement en revenu foncier. Donc le bail meublé à privilégier. Et entre la location saisonnière, alors la location saisonnière, là aussi, si on a un marché, ça peut être intéressant, mais il faut être sur une zone touristique. Alors, une astuce peut-être qui est très intéressante, si vous êtes sur une ville mixte, à la fois avec un marché étudiant et loisirs, on peut citer des villes comme Marseille ou La Rochelle. Ce qui est très intéressant, c'est de faire un bail étudiant de 9 mois pendant la saison étudiante. Puis, étudiant, pas de bail mobilité, encore qui est autre pas chose. Bail mobilité, un bail étudiant qui existe, des beaux étudiants de 9 mois. Donc, typiquement, votre étudiant va être là de fin septembre jusqu'à fin juin. Vous récupérez ce bien juin, juillet, août, et là, vous pouvez le louer en saisonnier, et là, vous faites coup double, et là, vous allez avoir des rentabilités tout à fait exceptionnelles. C'est-à-dire vous pourrez, sur votre étudiant, aller chercher du 5-6% aussi de rentabilité sur la période étudiante. Et puis là, si vous faites le plein pendant les 3 mois d'été, là, vous allez rajouter pratiquement la même chose en loyer que sur votre période étudiante, mais sur 2 mois, 2 mois et demi, là, vous aurez une rentabilité globale de votre opération qui pourra friser les 8%. Sur des villes quand même comme Marseille ou La Rochelle, qui sont quand même des villes avec des marchés sains et tout à fait dynamiques. Donc location à un étudiant en meublé pendant ces 9 mois et les 3 mois restants, location touristique, on a le droit, on peut... Absolument. Voilà. Absolument, parce qu'on est de toute façon, même sur les villes réglementées, en dessous des 120 jours de location, donc il n'y a pas de problème type Airbnb, etc. Très bien. Question de Cédric. Alors Cédric, là il y a un match entre 2 villes. Il nous demande... Entre Dijon et Toulouse, quel investissement choisir? Quelle ville et quel secteur offre selon vous la meilleure plus-value? Et avant une mise en location, mon budget est de 185 000 €. Dijon, Toulouse. Alors Cédric, Toulouse, effectivement, on connaît tous le dynamisme de Toulouse. Entre Dijon et Toulouse, je crois qu'il n'y a pas vraiment de match. Je trouve Toulouse encore très raisonnable en prix, puisque sur l'ancien, on est à peine à 3 000 €. Le neuf aussi raisonnable, on commence à 3 800 € pour des opérations à Toulouse, donc c'est vraiment cohérent. Je trouve pas très normal que Toulouse soit seulement à 3 000 € du mètre, alors que Bordeaux est à 4 000 €. Il n'y a pas de raison économique, objective, pour qu'il y ait une telle différence de prix. Alors effectivement. Et Stéphane, est-ce qu'il ne va pas y avoir un rattrapage justement là-dessus, un report vers Toulouse petit à petit, parce que Bordeaux a tellement explosé les compteurs? Certains pronostiquent que Toulouse sera la prochaine Bordeaux.
faut être très prudent quand on parle de plus-value potentielle. Moi, je le suis toujours. Mais économiquement, je pense que Toulouse a certainement beaucoup plus de réserves de plus-value et de ressources, en tout cas de marché, que Dijon. Bon, Dijon, c'est pas inintéressant. Si vous êtes sur place, pourquoi 2000 pas euros du mètre travailler à peine, le secteur de Dijon, mais voilà, c'est une ville moyenne qui est à 2000 euros du mètre. On fait de bonnes rentabilités dans l'ancien, mais là aussi, il faut être sur place. En neuf, il y a assez peu d'offres. Donc, bon, voilà, à part à distance, ça n'a aucun intérêt. Si vous êtes sur place à Dijon, pourquoi pas travailler ce marché, mais à distance, ça n'a pas d'intérêt. Autrement, donc là, sur ce match, c'est plutôt... C'est Toulouse. C'est Toulouse. Allez, on prend la question de Denis. Comment bien faire un bon placement en SCPI, Société Civile de Placement Immobilier? Quels sont les critères fondamentaux et y a-t-il des classements plus fiables que d'autres côté performance? Alors les classements se recoupent. En gros, voilà, on a toujours les grandes maisons dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, il n'y a pas effectivement de classement à privilégier. Il faut jouer les valeurs sûres, qui ont un peu d'ancienneté. On peut conseiller quand même effectivement à Denis de peut-être fractionner son investissement, typiquement plutôt que de mettre 100 000 euros dans une SCPI, plutôt mettre 33 000 sur une SCPI bureau, 33 000 sur une SCPI commerce et 33 000 sur une SCPI, par exemple, il y a une nouvelle génération de SCPI sur la logistique. Oui. On a de très belles performances, les entrepôts, la logistique, où on a des performances qui s'annoncent quand même assez prometteuses. Voilà, vous diversifiez votre risque, vous êtes sur 3 marchés différents, complémentaires, qui peuvent avoir des cycles différents. Donc voilà, là, c'est peut-être effectivement cette diversification qui vous apportera une bonne tenue de vos SCPI et de leur rentabilité dans le temps. Eh bien, une bonne tenue, et il s'est très bien tenu. On va remercier Stéphane Descartiers. Le temps passe très vite, il est un peu plus de 13h30, mais on a démarré en retard. Alors bon, et bon anniversaire en tout cas à Jim, qui est à la réalisation de l'émission. Stéphane reviendra, parce que de toute façon, c'est passionnant. Investir, de voir justement sur ces villes, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien. Encore merci pour vos questions. On est désolé, on ne peut pas répondre à tout le monde. Mais voilà, petit à petit, en tout cas, rendez-vous chaque semaine ici avec un expert en plateau. On verra les prochaines semaines sur l'achat-vente, sur les taux de crédit. Aujourd'hui, on avait le plaisir de recevoir Stéphane Descartiers. Encore merci Stéphane. Merci à vous Olivier, à très bientôt. Merci de tous ces éclairages. À très bientôt, très bonne journée. À bientôt donc pour une prochaine édition des Clés de l'Immo.